Ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo sur un de mes films préférés, un de mes films confort qui a pour longtemps été dénigré et moqué sous couvert de misogynie. Ce film, c'est Jennifer's Body. En 2007, après le succès de Juno, Diablo Cody est nourri depuis longtemps l'envie de faire un film d'horreur et vu que le film a bien fonctionné au box-office, et il lui laisse carte blanche. C'est un film qui a été réalisé par Karyn Kusama. Il a été tourné en 2008 et il sortira en 2009. L'histoire, elle suit Jennifer, une lycéenne qui devient possédée par une succube à la suite d'un sacrifice satanique ayant mal tourné, orchestré par un groupe de rock qui cherche la gloire. Transformée, elle commence à tuer les garçons de son école pour se nourrir, et c'est sa meilleure amie Needy qui va tout faire pour l'arrêter. C'est Megan Fox qui incarne le rôle de Jennifer, et quand on sait à quel point l'industrie hollywoodienne l'a traitée, et genre à quel point elle a été sexualisée, et ben le titre, Jennifer's Body, le corps de Jennifer en français, il prend un tournant un petit peu ironique. Dans le film, le corps de Jennifer, c'est un objet de désir. Il est utilisé, possédé, sacrifié, puis détruit. C'est évidemment une métaphore de l'objectification des corps féminins. Et pourtant, malgré cette critique évidente, Megan Fox sera encore une fois hyper sexualisée par le studio. Elle sera soumise à un regard masculin. Mais bon, ça, j'y reviens pour plus tard. Jennifer, c'est le cliché de la mean girl, elle est égoïste, narcissique, centrée sur elle-même et on a l'impression que tout repose sur son apparence. Elle est capitaine de l'équipe de Majorette, elle incarne l'image parfaite de la fille populaire, mais cette façade, elle cache une grande insécurité. I am not insecure, needy. God, that's a joke. How could I ever be insecure? I was the snowflake queen. Ce qui rend Jennifer particulièrement troublante, c'est sa relation ambiguë avec Needy, sa meilleure amie d'enfance. Elle la domine émotionnellement. Elle est possessive, jalouse et presque prédatrice à certains moments. Présentée comme sexy, son personnage y soulève pourtant un profond malaise et reste mineure, une lycéenne sexualisée par le récit et surtout par le regard du public. Ce paradoxe entre séduction et horreur, il est central à la critique du film. Jen? Needy, c'est l'opposé de Jennifer, elle est introvertie et nerd. Pourtant, c'est elle la véritable héroïne du récit. Son prénom, Needy, qui évente la dépendance émotionnelle, pourrait faire croire qu'elle est faible, mais elle évolue au fil de l'histoire une jeune femme déterminée qui prend les choses en main pour arrêter Jennifer. Sa relation avec Jennifer, elle est aussi complexe. À la fois admiration, soumission et rivalité, elle incarne ce mélange de fascination et de confusion qui sont propres à beaucoup d'amitiés adolescentes féminines. Low Shoulder, c'est l'horrible groupe de rock qui va d'abord causer l'incendie au bar, puis qui vont sacrifier Jennifer pour le succès et la gloire. Bon, évidemment, sinon c'est pas drôle, le rituel fonctionne pas comme prévu, Jennifer est pas vierge, ce qui va la transformer. Le groupe deviendra quand même célèbre et Jennifer paiera le prix. Après l'incendie, ils se présentent comme les héros du lycée, ils sont vraiment genre mis sur un piédestal et ils dédient même une chanson à Jennifer. Les bourreaux sont admirés et les victimes invisibles. Spoiler, mais Dieu merci, à la fin ils sont punis et du coup j'ai dû revoir le film pour la vidéo, forcément. Et l'acteur principal, celui qui joue le chanteur du groupe, parce que c'est celui qui est vraiment mis en avant, il est tellement détestable et genre, oh là là, mais il est horrible, c'est un horrible personnage. Enfin bref. Tu sais que garçon, si t'enlèves la série, ça fait gare. Con et garanton, ma fille, garanton. Les personnages masculins dans Jennifer's Body sont volontairement plats, souvent réduits à des objets de désir ou de sacrifice. À l'inverse des films d'horreur classiques où ce sont les filles qui sont objectifiées et tuées, ici, ce sont les garçons qui paient le prix fort pour leur désir. Ils voient Jennifer comme un fantasme, une conquête sexuelle au point de se mettre eux-mêmes en danger. Le premier garçon qu'on voit mourir ignore absolument tout ce qui l'entoure. Et ensuite, il y a Colin qui accepte de la suivre dans une maison abandonnée, dans un quartier qui est désert, allô les red flags. Le film y retourne le regard masculin contre lui-même, en montrant que cette objectification peut être littéralement mortelle. C'est compliqué de ne pas mentionner les tenues de Jennifer's Body tellement elles sont devenues iconiques et ancrées dans la culture. En passant par sa petite tenue de majorette à son gilet avec des petits cœurs roses, là, comme ça d'ailleurs. Il raconte l'évolution des personnages, leur rapport au corps, comment ils se perçoivent et comment les autres le perçoivent. Jennifer, elle incarne d'abord une certaine idée de la féminité adolescente stéréotypée. Pantalon taille basse, haut moulant, décolleté, mini-jupe. Mais il y a des éléments qui rajoutent du fun. Ses ongles, les charmes qu'elle accroche à ses tenues, les guêtres qui viennent s'ajouter à son amour de la musique punk rock, qu'on retrouve aussi dans la déco de sa chambre. Les couleurs que Jennifer porte sont plus claires, plus saturées que celles de Needy. La costumière Katia Stano, elle a beaucoup été inspirée par la street style japonaise et chinoise, je cite. Je regardais la mode des rues du Japon et je voulais la rendre vraiment cool. Des chaussettes hautes, des guêtres et des minuscules mini-shirts, mais avec beaucoup de sang, de gore et de désordre.
Au bar, Jennifer apporte une doudoune qui est blanche et quand on la voit revenir chez Needy, après l'incendie, il y a un plan en contre-plongée où il y a des plumes qui sortent de sa doudoune. Et je cite, c'était pour faire comme un poulet déplumé parce qu'elle vient de se faire sacrifier. Après l'incendie, Jennifer elle arrive dans un jaune agressif, couleur qu'on associe à la joie et à la vie. Ironique. Sa robe de bal, elle est blanche, synonyme de pureté, mais elle est accompagnée de détails noirs. C'est aussi, bon, encore spoiler, de toute façon je fais que spoiler, mais genre, au début, quand elle se fait sacrifier, elle porte une doudoune qui est blanche, et là, quand elle va mourir, elle porte une tenue qui est blanche. Bon, elle meurt pas tout de suite, mais... Et c'est blanc pour montrer le gore. Et les couleurs ternes qu'elle porte vers la fin du film représentent son humeur, effacée, affamée, morte. Littéralement. Needy, elle, au contraire, apporte des tenues qui sont plus modestes, moins saturées, plus sombres. Elle a des tenues qui sont plus amples, des jeans, des vestes confortables. C'est des tenues qui attirent pas forcément l'œil et qui sont un petit moyen de se protéger. Mais aussi, en même temps, Needy, elle a pas le droit de s'habiller comme elle veut parce que Jennifer lui impose des règles. I could expose my stomach, but never my cleavage. Tits were her trademark. Les tenues qu'elle porte sont un reflet de la relation entre Jennifer et Needy. Au début du film, elles portent des couleurs similaires, elles se complètent pas, elles sont pas opposées non plus, sauf dans le style. Elles matchent souvent de vêtements au début, puis vers la fin, surtout avec les robes de bal, elles se ressemblent plus du tout. Ce qui montre à quel point elles sont éloignées et séparées, et comment leur relation a évolué. Jennifer's Body, ça met en scène la puberté comme une métaphore à la fois terrifiante et fascinante. Quand Jennifer elle est possédée, son corps change littéralement. Elle devient affamée de sang, de chair, de désir. C'est une image qui évoque les bouleversements hormonaux, l'éveil de la sexualité, la découverte de soi et les nouvelles pulsions qui sont associées à l'adolescence. Son besoin de se nourrir, c'est aussi un besoin pour rester belle et ça, c'est quelque chose qu'on apprend très jeune quand on est jeune fille. C'est toute cette pression qui est mise sur nous pour qu'on se sente désirable. Le film utilise le corps de Jennifer comme métaphore sur ce que la société porte sur les corps des adolescentes, à la fois attirant et menaçant, un objet de désir et de peur. Jennifer, elle contrôle pas tout ce qui lui arrive comme les jeunes filles ne contrôlent pas le regard qui est porté sur elle. Son pouvoir, il est ambigu, elle semble dominante, mais ça découle d'une violence masculine et d'un traumatisme. Le film, il parle du moment où une fille devient une femme avec toute l'horreur qui l'accompagne et de toutes les contradictions, donc avec la puissance et la vulnérabilité, le désir, la peur et le contrôle et l'autonomie. Mais c'est pas le premier film qui utilise cette métaphore parce qu'avant ça, dans les années 2000, on a eu Ginger. Jennifer's Body et Ginger Snap utilisent toutes les deux l'horreur comme langage métaphorique pour parler de la puberté féminine. Mais chacune le fait à sa manière, en mettant en scène une adolescente qui devient littéralement un monstre au moment où son corps change. Dans Ginger Snap, la lycanthropie devient une métaphore explicite des règles, des transformations corporelles. Dès que Ginger a ses premières règles, elle est mordue par un loup-garou. Les deux événements coïncident, soulignant le lien entre la sexualité, la maturité et la perte de contrôle. Comme Jennifer, Ginger devient plus séduisante, plus agressif, plus sûre d'elle, et cette puissance nouvelle s'accompagne d'un isolement progressif et d'une violence destructrice. Dans Jennifer's Body, la métaphore est plus diffuse mais tout aussi percutante. Jennifer est transformée par un acte de violence masculine, le sacrifice, et devient une succube qui doit tuer pour rester désirable. Gamberge. Ici, la puberté est pas liée au cycle menstruel, mais à la sexualisation du corps féminin et à la manière dont la société consomme ce corps. Alors que Ginger se transforme en monstre à cause d'un processus biologique, Jennifer est littéralement façonnée par le regard et les attentes masculines. Les deux films y posent aussi la question de l'amitié féminine à l'adolescence. Dans Ginger Snap, la relation entre Ginger et sa sœur Brigitte est mise à épreuve par la transformation. Elles sont hyper fusionnelles. Et dans Jennifer's Body, le lien entre Jennifer et Needy devient de plus en plus ambigu, mêlant jalousie, désir, rivalité et dépendance émotionnelle. Au final, ces deux œuvres, elles refusent de diaboliser les adolescentes en mutation. Au contraire, elles utilisent la figure du monstre pour exposer ce que la société ne veut pas voir, le corps féminin qui change, qui désire, qui prend de la place et qui effraie parce qu'il échappe au contrôle. I can be a part of your street team, please. Sorry, no can do. But you know what? Maybe we'll write a song about you. I think as a fan, that'd be pretty cool, right? Outre la métaphore de la puberté, on peut aussi voir Jennifer's Body comme une métaphore des agressions sexuelles et du viol. La scène du sacrifice, elle n'est pas seulement dérangeante par sa brutalité, sa violence, mais aussi parce qu'elle rejoue les dynamiques de genre. Et je trouve qu'une fois qu'on a réalisé ça, en revoyant le film et genre en revoyant la scène où le groupe emmène Jennifer dans le van, c'est tellement une scène qui est purement de l'horreur, enfin c'est horrible à revoir je trouve. Jennifer est sous le choc, elle est emmenée dans une camionnette, incapable de fuir, de résister ou même de comprendre ce qui lui arrive. Son regard est vide, ses mouvements sont lents, elle n'est plus maîtresse de son corps, comme si elle était droguée.
Et d'ailleurs, le chanteur du groupe lui force à boire un verre. La scène du sacrifice, elle fait écho à l'imagerie du viol collectif. 4 hommes qui rigolent et qui chantent, genre « Allô ?» en poignardant avec un couteau une forme phallique, une Jennifer qui est attachée. Lorsqu'elle revient à la vie, Jennifer est changée, traumatisée, possédée et enragée. Ce parallèle avec le viol, il est renforcé par le fait que personne ne croit vraiment Needy ou Jennifer, que l'événement est banalisé ou nié, et que Jennifer finit par être punie 2 fois, d'abord en tant que victime et ensuite en tant que démon. Jennifer's Body, ça part d'une amitié qui est complexe, abîmée par le temps, la jalousie et un profond déséquilibre. Jennifer et Needy, c'est des amis d'enfance, le genre de lien qu'on garde parfois par habitude, même quand on n'a plus rien en commun. C'est un genre d'amitié qui peut résonner chez beaucoup, celle où on se connaît par cœur, mais où la tendresse est entremêlée de domination, de rivalité et de dépendance émotionnelle. Jennifer, elle exerce une emprise évidente sur Needy, elle lui dit comment s'habiller. Elle touche sans arrêt son collier, un geste qui est révélateur de cette possessivité étouffante. Jennifer va même jusqu'à s'approprier les affaires de Needy. Elle porte sans demander son t-shirt Evil Dead. D'ailleurs, Needy est fan d'Evil Dead. Comme si ce qui appartient à Needy lui revenait naturellement. Et ce schéma, on le retrouve à la fin du film, quand Jennifer embrasse et mange Chip, le petit copain de Needy, comme pour affirmer un dernier pouvoir sur elle. Cette relation, elle est marquée par un jeu un peu trouble. Il y a Jennifer qui prend et il y a Needy qui donne. Il y a une forme de loyauté toxique et de nostalgie, celle des amitiés adolescentes qui s'accrochent même quand il n'y a plus rien. C'est cette ambivalence qui rend le lien vraiment crédible. Il y a de l'amour comme de la haine, et de la violence et de l'attachement. Et je pense que c'est tout ce mélange qui rend la fin brutale et aussi tragique, parce que c'est pas un monstre en fait, c'est juste une personne qu'on a aimée et qu'on n'arrive pas à quitter. Pendant leur combat final, Needy, elle arrache le collier de Jennifer. Un acte qui symbolise la rupture, la fin d'une amitié. Ce collier, que Jennifer touche sans cesse tout au long du film, il représente leur lien. Un souvenir d'enfance, un marqueur d'intimité, un objet fétiche qui ancre Jennifer dans cette relation exclusive avec Needy. À la fin, Needy lui arrache, symbole de séparation, et juste après, Jennifer cesse de se débattre, comme si elle acceptait enfin la fin de leur lien, de leur amitié, de leur pouvoir mutuel. Ce moment, il dépasse l'affrontement physique, c'est une séparation qui est émotionnelle et symbolique. C'est le seul vrai moment de libération pour Needy, mais aussi une forme d'abandon pour Jennifer. Moi je trouve que c'est une scène qui est hyper tragique. On ressent la fin d'une relation qui, malgré le mal qu'elle a fait, était fondée sur un attachement sincère. En plus de ça, quand on se rappelle que c'est juste des adolescentes, je trouve que le propos du film est encore plus tragique. Moi je trouve ça triste. We're totally lesbian gay. What? She's my best friend. Outre l'amitié, il y a un sous-ton qui est queer et saphique dans Jennifer's Body. Bien sûr que oui. Parfois de manière subtile, parfois plus frontale. Est-ce que Jennifer est lesbienne? À première vue, ça paraît un peu contradictoire. Elle couche avec des garçons et elle les séduit. Mais justement, c'est tout. Le film, il laisse entendre que ces relations hétérosexuelles sont purement fonctionnelles. Jennifer attire les garçons, joue avec eux, les utilise, puis les tue. Ses interactions avec eux sont creuses, mécaniques, souvent motivées par un besoin, la nourriture, l'attention, la validation, pas par une attirance authentique. Ce schéma, il fait écho à beaucoup de femmes queer et lesbiennes, la confette. C'est ce besoin intériorisé de plaire aux garçons, d'entrer dans des dynamiques qui sont hétéros, soit par pression sociale ou automatisme sans réel désir derrière. Elle performe l'hétérosexualité, mais au fond, elle désire Needy. La première scène où Jennifer est introduite, genre là Jennifer est pas amoureuse de Needy, bref. Et pendant la scène au casier, Jennifer elle regarde Needy avec une intensité quasi amoureuse. La manière obsessive de toucher son collier, de lui tenir la main et cette phrase There's something cute, okay? Okay. Loki un date au bar en fait. Et en plus Jennifer elle s'intéresse aux garçons que Needy aime. Non pas par jalousie romantique, mais pour s'immiscer entre Needy et eux, comme pour se rapprocher d'elle. Cette jalousie toxique cache quelque chose de plus profond, un désir de fusion, d'exclusivité, de possession. Et Imo, de son côté, Needy ressent aussi cette tension. Elle n'est pas passive, leur baiser n'est pas un simple moment choc gratuit, il est chargé de confusion, d'attirance, de non-dit. Elle aime Jennifer d'une manière qui dépasse l'amitié. I am going to eat your soul and shit it out, Nikki! À sortie du film en 2009, c'est sa propre campagne marketing qui aidera au massacre du film. L'affiche, j'ai un bif avec l'affiche, mais je pense que tout le monde l'a.
ultra moche va encore une fois sexualiser Megan Fox, ce qui va donner l'impression d'un film genre complètement différent. Moi quand j'étais petite, je me rappelle avoir vu l'affiche et je pensais que c'était comme le film avec la meuf qui joue dans Friends. Et genre elle joue dans un film où c'est une professeure qui est hyper sexy et qui drague ses élèves, je crois. Enfin un truc comme ça, je sais pas, j'ai pas vu le film mais genre je pensais que c'était ça du coup. Le studio il choisit de vendre le film comme un fantasme masculin, tout est basé sur le corps de Megan Fox. La promotion, elle est juste là pour attirer les jeunes garçons, genre, mais vous avez regardé le film? Enfin, je ne comprends pas, enfin si, mais genre, juste la misogynie, mais genre... Et il y a quelqu'un du studio pour justifier tout ce marketing qui enverra à Diablo Cody Megan Fox hot. Forcément, pendant les projections tests, du coup, il y avait que des jeunes garçons, les retours étaient absurdes. Il y a un garçon qui a écrit « Need more boobs ». Forcément, tout ce décalage, il va provoquer l'échec du film parce que le public visé n'est pas visé en fait. Le film est incompris, voire moqué. Genre, Diablo Cody, elle s'est fait moquer par ses pairs et genre... Vers la fin des années 2010 à 2020, le film il sera redécouvert par un nouveau public, une nouvelle génération. Ce qui passait pour un navet sexy avec Megan Fox sera redécouvert comme un film qui parlait avant l'heure de l'objectification des femmes, la culture du viol, la rage adolescente et le trauma féminin. Le mouvement MeToo va d'ailleurs aider à cette relecture. Tout d'un coup, tout ce que Megan Fox a subi, comment son corps a été perçu, comment le film a été vendu, tout ça, ça va être vu sous un autre jour. Le titre Jennifer's Body, il devient une critique claire de la façon dont les corps sont sexualisés, objectifiés, détruits, et la dynamique entre Needy et Jennifer qui semblait troublante et inutile pour les critiques de l'époque, maintenant est réévaluée à sa juste valeur. Une représentation queer, sensible, violente, à la fois toxique, belle et tragique. Et outre tout ça, je trouve que c'est un film qui est visuellement très beau. J'aime trop la mise en scène, les costumes, la musique, qui vient vraiment rajouter une personnalité au film. Le fait que ce soit écrit et réalisé par des meufs. Je trouve le casting parfait. Je sais pas quoi vous dire, c'est un de mes films préférés. Écoutez, pour moi c'est un 10 sur 10. Et en plus de ça, David Lynch a inspiré le monde entier parce que, je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve que la ville fait un peu Twin Peaks. Et ça, c'est un plus. J'adore Jennifer's Body, j'ai besoin que le monde entier le découvre. Si vous l'avez pas encore vu, foncez le voir. Enfin là, il y a eu beaucoup de spoil, mais bon, je pense pas que ce soit très grave en vrai. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, abonnez-vous. Yeah. Okay, love you guys. Don't forget to smile.